Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce mercredi 18 janvier. Un chalutier a pris feu au large du Gros du Roi cette nuit à bord. 3 pêcheurs qui ont pu être secourus par les sauveteurs. Et puis à 7, depuis plusieurs semaines, 3 ferries marocains sont retenus au port. Que deviennent leurs marins? Reportage dans ce journal. Après le naufrage du Costa Concordia, les rescapés demandent des comptes. Un couple français a porté plainte contre la compagnie maritime. Et comme toute cette semaine, en fin de journal, retour sur le festival de flamenco de Nîmes. Visite guidée d'une expo au Carré d'Art ce soir. Un incendie s'est déclaré cette nuit sur un bateau de pêche au large de l'Espiguette. À bord, 3 hommes qui ont réussi à prendre place dans un radeau de survie avant d'être récupérés par les sauveteurs de Port-Camargue. Le bateau, lui, a coulé dans la matinée. Retour sur ce naufrage au large du Gros du Roi, Franck Chassagnon. Le feu a été plus fort que l'eau la nuit dernière. Seules ces quelques planches ont pu résister à la violence de l'incendie du Jessica Lucie. Le chalutier basé au Gros du Roi a sombré à 5 km au large de l'Espiguette. À son bord, 3 marins pêcheurs, aujourd'hui sains et saufs, n'ont rien pu faire pour sauver leur bateau. À 3h30, on a eu une alarme qui s'est déclenchée. Donc j'ai un mécano qui est allé voir en bas, il m'a dit ça sent un peu la fumée, il va voir en bas si c'est une courroie. Normalement c'est des alertes comme ça, une courroie qui saute, un truc comme ça. Et là, il m'a dit, il y a le feu en bas, il y a le feu dans la salle des machines. On a essayé par tous les moyens, nous, d'éteindre ce feu, avec les extincteurs et tout. Il y avait trop de fumée, c'était vraiment... les machines étaient inaccessibles, quoi. Donc, pour nous, pour nos compétences à nous, quoi, on ne pouvait rien faire. Très vite, le feu se propage. L'ensemble du bateau en bois d'une vingtaine d'années commence à brûler. Alertés, les bateaux du secteur en partance pour leur journée de pêche font demi-tour. On m'a appelé, oui, à 3h30 du matin. Le Jessica Lucie m'a fait appeler qu'il avait le feu à bord du bateau. J'étais à quoi, 5 minutes, 10 minutes. Quand ils ont vu que ça prenait proportion, ils ont sauté dans le bon bar. Et je suis allé contre, je les ai récupérés à mon bord. Contacté par le Crossmed, 1 heure après, la SNSM arrive, tente à son tour de maîtriser l'incendie en vain. Pendant 1 heure, 2 heures, on a essayé d'éteindre. Après, le feu a gagné sur la superstructure. C'est un bateau en bois. Et la timonerie a pris feu, tout le bateau a pris feu. Et il faut savoir qu'un bateau de ce type a à peu près 8000 litres de carburant. Donc du bois, beaucoup de carburant, et bien une torchère. Quand on voit son outil de travail là, qui est en flamme, et on est impuissant, on ne peut rien faire, on peut qu'être spectateur, quoi. C'est vraiment quelque chose qui vous remet les tripes, quoi. Aujourd'hui, les 3 marins sont en bonne santé, mais leur outil de travail a habituellement accosté à côté du Jacques-Marie II s'en est allé. Aujourd'hui, on n'a plus aucun moyen de ressources, donc on n'a droit à rien puisqu'on n'a pas droit au chômage. Et les crédits qui en cours, puisque un bateau ça fait 4 ans que j'avais, donc les crédits qui en cours. On ne sait pas, je ne sais pas, aujourd'hui je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, comment, je ne sais pas. Pour l'instant, l'origine de l'incendie reste inconnue. Pourtant, comme tous les bateaux de pêche, chaque année, le Jessica Lucie avait subi un contrôle de routine pour prendre la mer en toute sécurité. À 7, les 3 ferries qui assuraient la liaison vers le Maroc sont toujours à quai. Le 5 décembre, un premier navire avait été arrêté faute de passagers. Le 6 janvier, le Biladi puis le Marrakech ont été saisis en cause des factures impayées par l'armateur, la Comarit Comanave. Pour les marins qui travaillent et vivent à bord, les conditions de vie sont de plus en plus difficiles. Voyez le reportage de Jean Brun. Le bruit sourd des machines du Biladi envahit encore le port de Sète, même si depuis 15 jours, plus aucun des 3 navires de la Comanave et de la Comarit n'a pu quitter le port de l'île Singulière. Plus de 200 marins vivent toujours sur ces bâtiments immobilisés. Chaque soir, après une journée de travail improbable, les marins quittent le Marrakech, le Beladi et le Bnissar pour se rendre sur la terre ferme. Rares sont ceux qui acceptent de témoigner par peur de la réaction de leur employeur. Assam navigue depuis 40 ans. Il est actuellement affecté sur le Bnissar et possède la philosophie du vieux loup de mer. La situation, pour l'instant, ça ne va pas. Pourquoi? On n'est pas de virement. La nourriture, ça va manquer tout doucement. L'armateur, il faut payer. L'armateur, c'est ça le problème de l'armateur, c'est pas le problème de nous. Jamais arrivé comme ça. Tous les navires ici à Sète. Comme Hassan, à la nuit tombée, les marins immobilisés quittent le port pour se ravitailler à terre, dans les commerces proches, qui subissent eux aussi la perte des passagers vers le Maroc.
5 jours après le naufrage du Costa Concordia au large de l'Italie, les rescapés veulent maintenant comprendre ce qui a pu se passer. En Italie, plus de 70 passagers ont adhéré à une action collective en justice. En France aussi, les victimes s'organisent. Dans le Var, un couple a porté plainte contre Costa Croisière. Michael Flores de la chaîne Marseille l'a rencontré. Ce rescapé du Costa Concordia utilise les réseaux sociaux pour rassembler tous les témoignages des passagers français. L'idée de créer un collectif a été lancée dans le bus qui les rapatriait d'Italie dans la nuit de samedi à dimanche. Pour que la justice française puisse être saisie, il faut qu'on puisse porter plainte et que plutôt que porter plainte chacun de son côté, on puisse le faire ensemble avec surtout en tête le fait de ne pas oublier que certains de nos compatriotes et d'autres sont décédés dans l'histoire et que toute la lumière doit être faite de façon à ce que ça ne se reproduise pas. Depuis cette catastrophe, lui et son épouse ont bien du mal à trouver le sommeil. Certaines images reviennent encore et encore par bribes avec des interrogations et de nombreuses zones d'ombre sur ce qui s'est passé. Voilà, on est à table, on plaisante avec les Français, on est tous ensemble, et d'un seul coup on voit les assiettes et les verres se pencher et glisser sur la table. On rigole en redressant la table, en disant oh là là, un petit peu, ça va se calmer. Quand il nous reste cette image aussi, où on se trouve dans le restaurant, avec du personnel qui a déjà enfilé son gilet de sauvetage, nous non, et effectivement le personnel qui nous dit non, c'est pas la peine, ne vous inquiétez pas. Alors je comprends qu'il puisse y avoir comme objectif de ne pas créer un mouvement de panique. Ceci dit, le mouvement de panique vient du fait qu'ils ont mis, eux, leur gilet de sauvetage. Le couple aimerait savoir aussi pourquoi le commandant n'était plus à bord pour organiser l'évacuation des passagers. Francesco Cettino est accusé par sa compagnie d'avoir dévié la trajectoire de son bateau pour effectuer une parade à proximité de l'île du Giglio. Cette personne nous a lâchés, nous a abandonnés, alors qu'on était dans un moment critique. Et quand on comprend avec quelle légèreté il a pris cette décision et le facteur comme ça, les gens ne comptent pas, c'est plus que décevant, c'est incompréhensible. Dans cette histoire, ils sont représentés par l'avocat Frédéric Casanova qui a déposé une plainte hier après-midi au parquet de Toulon. Le collectif rassemble une centaine de passagers français. Ces images de cette bombe découverte à Marseille. L'engin américain date de la Seconde Guerre mondiale. Il a été découvert sur le chantier d'un musée sur le Vieux-Port. La bombe de 250 kg a été extraite puis évacuée vers le large où elle a été détruite. Plus de 4000 Marseillais ont été évacués pendant l'opération tôt ce matin. L'instruction du meurtre de la jeune Léa tuée la nuit de la Saint-Sylvestre 2011 est remise en cause par la Cour de cassation. Cette nuit-là, quartier du Plan des Quatre Seigneurs à Montpellier, la jeune fille de 17 ans avait été violée et tuée. En garde à vue, l'auteur présumé des faits avait fait des aveux et amené les policiers dans le bois où reposait le corps. L'hebdomadaire La Glorieuse rapporte aujourd'hui que la Cour de cassation a déclaré une partie de cette garde à vue illégale en absence d'un avocat dès la première heure. On écoute la réaction de l'avocat de la victime. Je ne vous cache pas que je suis extrêmement remonté contre justement ces magistrats de la Cour de cassation qui sont dans leur bulle, qui font des raisonnements, mais qui sont complètement éloignés des réalités, de la souffrance des gens. La loi sur la garde à vue qui implique donc notamment la présence de l'avocat pendant les interrogatoires, elle a été votée en avril, elle a été votée donc en avril 2011. Donc les policiers qui enquêtent sur cette affaire, en janvier 2011, c'est-à-dire 3 ou 4 mois avant, ils font leur travail, ils appliquent la loi qui est applicable, la loi interne. Et la Cour de cassation dit quelque chose d'extrêmement choquant, elle dit, mais ce sont les décisions de la Cour européenne qui sont antérieures, que la France aurait dû appliquer. Donc en clair, ils disent, les policiers auraient dû déjà appliquer une loi qui n'était pas une loi interne. Donc c'est une décision, moi j'ai pas peur de le dire, qui est choquante et en plus qui rend totalement illisible tout ce qui concerne la justice. C'est-à-dire que les gens ne comprennent plus rien et ça a pour effet finalement de dégoûter les gens d'avoir affaire à la justice. Il faut dire les choses clairement. Il appartient maintenant à la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Toulouse de confirmer ou non la jurisprudence qui se réfère à la Cour de justice européenne. Jean-Michel Bissonnet ne se pourvoira pas en cassation. Condamné à 20 ans de prison pour avoir commandité le meurtre de sa femme Bernadette à leur domicile de Castelnau-le-Lez en mars 2008, il renonce aujourd'hui à un 3e procès. Sa condamnation est donc désormais définitive.
À Montpellier, 300 manifestants étaient réunis ce matin devant la préfecture. Une mobilisation à l'occasion du sommet social initié par le gouvernement. Et alors que les syndicats étaient reçus à l'Élysée, les salariés et fonctionnaires de 11 collectivités et entreprises de la région ont interpellé le préfet. Ils réclamaient notamment la revalorisation des salaires et le maintien de l'emploi dans une région particulièrement sinistrée, comme l'expliquent ces syndicalistes au micro de Johan Offray. Les moyens sont de plus en plus faibles, c'est des conditions de travail de plus en plus difficiles. Et si on nous supprime ces lits, les soins de qualité que l'on donne vont être de plus en plus, ça va être des soins de moins en moins de bonne qualité. Hein. C'est pas vrai de dire que le pays est en faillite. Il y a des gens, les inégalités ont continué à se creuser. Et nous en particulier, une des revendications, c'est l'augmentation du SMIC à 1 700 €. À Nîmes, ce sont les enseignants et les parents d'élèves de l'école Courbet qui manifestaient ce matin devant l'inspection académique. À la rentrée prochaine, 37 postes pourraient être supprimés alors que les écoles compteront plus de 300 élèves supplémentaires. Les syndicats enseignants pourraient à nouveau passer à l'action le 25 janvier. Un mot de sport à présent avec la défaite des volleyeurs sétois face à Rzeszów hier soir en quart de finale de la Coupe d'Europe. L'Arago s'est incliné 3-7 à rien en Pologne, une déroute qui met fin à l'aventure européenne pour les Sétois. Et ce soir, c'est à Latte que les basketteuses jouent la qualification pour les 8e de finale de l'Euroleague contre Gospic, coup d'envoi à 20h. Un dernier mot de sport avec l'invitation de Nikolai Davydenko à l'Open Sud de France. Le tennisman pourrait participer au tournoi qui débute le 30 janvier à Montpellier. Il remplacerait Robin Söderling qui a déclaré forfait. Le centre de ville très animé aujourd'hui, comme vous le voyez sur ces images. Parallèlement au solde d'hiver, la traditionnelle braderie s'est tenue toute la journée, place de l'Horloge et alentour. Les chalands ont pu y trouver du prêt-à-porter, de la maroquinerie, encore des cosmétiques. En tout, une centaine de commerçants participent chaque année à cette opération. Comme tous les jours cette semaine, je vous propose à présent de revivre un instant du 22e festival de flamenco qui se tient à Nîmes en ce moment. Et ce soir, Nicolas Pinchino a rencontré le photographe Jean-Louis Duzer pour son expo au Carré d'Art, visite guidée. Le flamenco sur scène, c'est beau, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Ces gens ont une vie et elle est retracée sur scène tous les jours. Et ils vivent le flamenco quotidien, c'est leur art de vivre, c'est leur profondeur, c'est leur état d'esprit. Et la preuve, c'est que dès qu'ils ont fini le spectacle, ils se mettent dans un coin entre eux et ils chantent. Et voilà, on le voit à chaque festival et à chaque endroit où il se passe du flamenco. J'ai travaillé sur le flamenco comme je travaille sur le rugby. J'essaye d'avoir des images très serrées et de donner qu'une partie de l'image. Il faut que les gens qui la regardent, et d'un, soient pris par l'image, qu'elle rentre dedans, et après qu'il y ait une partie un peu mystique pour deviner le restant du corps et tout ça. Une exposition qui est à voir au Carré d'Art de Nîmes jusqu'au 21 janvier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu sur TV Sud demain dès 12h30. Passez une excellente soirée. À demain.